La question de la succession dans l'entreprise familiale, c'est un sujet, donc c'est un sujet pour nous, on a déjà parlé quelque part, on a déjà évoqué des tas de façons de le voir. Mais là, on va le regarder sur la question de préparer son successeur, après avoir, dans le passé, parlé de la différence de succession de transmission qu'on peut faire. Notamment, on avait vu que quand on regardait les vieilles organisations, il y avait des choses qui existaient depuis 2000 ans et qui avaient mis des systèmes de succession qui n'étaient pas forcément dynastiques. L'Église, la franc-maçonnerie, les monastères ont une forme de succession monastique. Et donc, c'est intéressant de regarder ça de manière plus large. C'est une vidéo qu'on a faite il y a quelques semaines. Puis, on avait fait une autre vidéo dans laquelle on disait, quand vous restez dans le cadre de l'entreprise familiale, il y a une question d'affectio societatis, où en conclusion, on vous disait, si vous ne vous occupez pas de vos enfants, ils vont s'occuper de votre société. Et ça, c'est le cas de tous ces entrepreneurs qui, à leur disparition, voient l'entreprise littéralement détruite par des enfants qui… Ah, pourquoi le partage d'écran est en pause? Vous en êtes où là? Faut On que je est toujours sur recommence la tout. première page. Toujours la première page. Ah mon Dieu. Alors, on va commencer. Hop, on va recommencer. Ouais, voilà. Donc, on vous avait parlé dans une vidéo précédente de quelle transmission pour votre entreprise, et on vous avait parlé des vieilles organisations, celles qui sont là depuis 2000 ans ou plus, plus dans le cas de la franc-maçonnerie d'ailleurs, et qui sont toujours présentes. Les mouvements monastiques, par exemple, aussi, elles sont toujours présentes et elles ont un système qui n'est pas dynastique, mais qui est justement monastique. Donc, la succession, ce qu'on vous avait dit dans une vidéo précédente, c'est que ce n'est pas forcément dynastique. Puis après, on avait fait une vidéo sur l'affectio societatis, c'est-à-dire ce qui réunit ensemble les membres d'une famille autour de l'entreprise. Et on vous avait signalé que c'était un effort permanent qu'il fallait faire parce que on vous disait en conclusion que si vous ne vous occupez pas de vos enfants, eh ben, ils vont s'occuper de votre société, ils vont probablement la détruire juste pour se venger de l'enfant favori qui a été laissé sans défense à votre disparition. Donc la question est de s'occuper du successeur. Alors première question, qui est-il? Alors, je vous rappelle que la règle, hein, c'est la primogéniture mâle. Alors on peut s'interroger sur pourquoi l'aîné. Euh, je vois que Jenny n'est pas très sensible à cette notion de primogéniture mâle. Donc elle est plutôt pour la primogéniture. Mais on peut même se demander la question de pourquoi l'aîné. On peut se demander la question de ah bon, et les femmes, elles n'ont pas le droit. Et donc souvent, ce qui est mis en avant, cette notion de primogéniture mâle, c'est le droit salique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien le droit salique, je vous rappelle que ça vient des Francs saliens. Les Francs saliens étaient ceux qui occupaient cette partie nord de la France qu'on appelait la Belgique secondaire. Ça doit toujours s'appeler la Belgique secondaire quelque part. Et c'était donc occupé, la zone en jaune, là, était occupée par des Francs saliens. Quand d'autres tribus franques étaient sur la partie Belgique et Allemagne, c'était les Francs ripuaires. Et puis, les Allemands, vous voyez, étaient plutôt sur l'est de la France. Et ces francs saliques, on les connaît essentiellement par Clovis. Hein, Clovis, qui est ce roi absolument extraordinaire, qui a inspiré tous les rois de France derrière, puisque son royaume, quand vous regardez bien, représentait l'ensemble de la France, plus quelques colonies qu'il va falloir récupérer vite fait, hein, notamment toute cette partie ouest de l'Allemagne qui n'aurait jamais dû quitter notre sanctuaire, ainsi que la Bavière, ainsi qu'une grosse partie évidemment de la Suisse qui n'a jamais été autre chose que la France. Et puis cette Italie du Nord, si agréable à vivre, la Lombardie, tout ça, évidemment, c'est la France. Alors, si on regarde bien la loi salique, eh ben, elle est à l'origine d'un truc très intéressant, c'est que pour les Francs saliques, pour les Francs saliens, on partage le territoire à la fin. Et donc, à la mort de Clovis, voilà à quoi ressemblait son royaume. Il était partagé entre la Neustrie, l'Austrasie et
je ne sais plus comment s'appelle la troisième partie, et donc les enfants se sont entre-déchirés, les voisins sont venus récupérer tout ce qui était mal défendu, et donc le royaume a explosé. Et donc, contrairement à l'idée qu'on en a, le droit salique ne donne pas le royaume à l'aîné des garçons, mais il le donne à celui qui est élu par les chefs, donc pas forcément un enfant d'ailleurs, et ce qui explique d'ailleurs les déboires des Mérovingiens après coup, c'est qu'en fait, donc, ils ont un système de transmission dans le droit salique qui concerne la transmission du patrimoine, pas la transmission du royaume. Donc, pour être très très clair et très précis, les Francs pensaient que la terre, c'était pour les héritiers mâles, et pour les femmes, eh ben, il y avait les biens meubles, hein, donc l'argent. Voilà. Donc, il y a des moments où c'est mieux d'avoir la terre, des moments où c'est mieux d'avoir l'argent, mais globalement, c'est comme ça que se faisait le partage. Par ailleurs, hein, je vous rappelle que ce code salique était un code qui venait en complément du code romain, qui a été probablement écrit entre le 5e, 6e siècle, et qui a été ressorti par les rois de France quand il s'est agi de savoir pourquoi est-ce que le roi d'Angleterre n'avait pas de droit sur la couronne, vu qu'il tenait ça de sa mère. Donc, c'est pas du tout ce qu'on pensait. La question d'après, donc ça c'est pour la question de savoir pourquoi est-ce que c'est l'aîné, pourquoi est-ce que c'est pas les filles. Il y a la question de et les cousins là-dedans, qu'est-ce qui les retire de ces droits à la succession? Et puis après, il y a évidemment la possibilité de sortir du cercle familial. Il y a notamment cette notion d'héritier spirituel. Votre bras droit, votre DG qui a bien fait le boulot depuis longtemps et qui va probablement bien le faire si vous lui laissez les rênes. Alors donc, ce que ça pose, cette première question, c'est quel concept, quel principe vous utilisez pour la succession? Évidemment, le principe qu'on vous recommande, c'est un principe de compétence. Et un principe de compétence, du coup, ne s'applique pas au fait qu'il est l'aîné des garçons, s'applique à celui que tout le monde reconnaît comme étant le bon successeur. Reste la question de comment le préparer. Alors, la pratique courante, hein, vous l'avez vu souvent à droite à gauche, c'est on le met dans le bureau du patron. Et on a un entrepreneur qui nous explique que, vous savez, chez nous, on est en double commande. Ouais, bien sûr. Évidemment, on est en double commande. En gros, je commande et tu doubles. Alors, l'autre solution qui est souvent employée, c'est de mettre le successeur dans un poste fonctionnel. Donc, c'est typiquement le bras droit, l'héritier spirituel, bah, c'est un DAF. Et directeur financier, administratif, il connaît toute la boîte par cœur parce que comme il est fonctionnel, il est en horizontal. Donc, il recoupe avec tous les services, il est obligé de dealer avec chacun d'entre eux, il les connaît. Bon, mais la question est, est-ce qu'il connaît bien l'entreprise? L'autre chose qu'on voit souvent, bah, c'est le fils du patron qui va développer la supply chain. Ah bah donc du coup, il va faire un vrai boulot et un boulot horizontal, donc il va là encore rencontrer tout le monde. Alors, c'est vrai, analysons ces deux pratiques, en fait, ou cette pratique d'une manière générale de mettre le successeur soit dans le bureau du patron, soit dans le bureau soit dans un poste en horizontal, avec ce qui est nécessaire pour être un futur dirigeant. Donc, il y a une première question qui est la connaissance de l'entreprise. Alors, les enfants ont en général une très bonne connaissance de l'entreprise puisque leur père leur en parle depuis qu'ils ont 10 ans et à table et au travers de ce qu'ils peuvent voir dans les différentes moments de vie de leurs parents. Et il ne faut pas oublier que les enfants sont des spécialistes des parents. Hein, ils ont un PhD en parents et donc ils savent quand il est en colère, ils savent que le moment où il gueule, c'est parce que en général, il a raté quelque chose au bureau. Voilà, ils ressentent tout ça. Donc, il n'y a pas de doute que l'enfant, il a une connaissance d'entreprise.
l'héritier spirituel qui est dans l'entreprise, il a aussi une bonne connaissance dans l'entreprise. La reconnaissance dans l'entreprise, ça c'est quelque chose de plus délicat. L'héritier spirituel qui est le DG, bon, ça en général, ou qui est le DAF, ça en général, il a ça. C'est pas pour autant qu'il est reconnu comme leader. On lui reconnaît souvent le fait d'être le représentant du patron. L'héritier, c'est un peu pareil. Il y a une forme de reconnaissance parce qu'on est dans l'entreprise souvent content de savoir qu'il va y avoir une succession, que la famille ne va pas abandonner l'entreprise, que la famille ne va pas vendre l'entreprise à n'importe qui. Mais pour autant, on attend de lui d'être compétent. Donc, la reconnaissance, vous voyez, c'est déjà pas si net. Après, il y a la question d'apprendre à commander. Donc, on peut se dire que être dans le bureau du patron, on n'apprend pas vraiment à commander, sauf qu'on voit comment le chef fait. Bon, pour autant, il n'y a pas qu'une façon de commander, ce n'est pas forcément adapté au style de commandement du futur dirigeant. Être sur une direction fonctionnelle, on peut se dire qu'on a un peu plus appris à commander, qu'on a dû faire eu des interactions avec les membres des différentes équipes qui sont concernées par les chantiers qu'on met en avant. Donc, c'est un peu mieux. Mais en revanche, là encore, hein, on n'est pas vraiment dans le commandement, c'est plus de la politique, c'est pas forcément des troupes qu'il faut entraîner derrière soi, donc c'est encore moins parfait, si vous voulez. Mais il y a un endroit où finalement on n'a pas fait grand-chose, c'est d'apprendre la responsabilité, de savoir ce que c'est, de savoir que la décision, c'est nous qui la prenons et c'est nous qui l'assumons derrière, et avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Donc, il manque souvent ça. Et quand il y a ça, c'est avec un espèce de stress du père direct ou indirect qui est au-dessus. Et donc, c'est un vrai sujet. Alors, la recommandation qui est faite par les spécialistes, c'est de faire en sorte que l'enfant aille plutôt monter une structure et donc avoir une direction opérationnelle plus que fonctionnelle, et si possible loin du père, de manière à pouvoir assumer pleinement ce qu'il a fait. Ne plus être sur le « oui, mais c'est toi qui m'as forcé à » ou « oui, mais vu que c'était toi le chef, c'était toi qui a conduit ». Vous savez que dans la marine nationale, il suffit que l'amiral débarque sur le porte-avions pour que ce soit lui le responsable du porte-avions. Donc, si le porte-avions rate son amarrage, c'est l'amiral qui est en cause, ce n'est pas le commandant du bateau. Donc, c'est intéressant de se dire que si vous êtes trop proche, si c'est une filiale qui est dans le même bureau, bon, bah, on assume que c'est vous qui commandez. Et quand je dis on assume, c'est y compris votre enfant. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va utiliser un certain nombre de principes, puisqu'en fait, il faut faire preuve d'autorité quand on est le père, et autorité, ça veut dire faire grandir. Et évidemment, hein, faire grandir, on parle de tous ceux avec qui on interagit, c'est-à-dire que ça s'applique aussi aux enfants en qui on ne compte pas faire hériter. Ça s'applique aussi aux collaborateurs qui ne seront pas des successeurs. C'est un principe qu'on a d'être face à tous ceux qui nous entourent, de faire en sorte de les faire grandir. C'est ça l'exercice de l'autorité. Alors, les principes qu'on va utiliser pour faire grandir, c'est la bienveillance. Alors, la bienveillance, littéralement, on veut le bien de ceux à qui on s'adresse. Ça veut dire qu'on s'efforce de les mettre dans des situations où il est possible de réussir, et que s'ils ne réussissent pas, on s'arrange pour en faire une expérience qui les fasse grandir. C'est un exercice. On a vu souvent des entrepreneurs qui
avaient du mal à garder ce point en tête, qui avaient du mal à admettre qu'ils étaient là pour faire le bien ou pour surveiller le bien. Après, on a un deuxième principe qui est le principe de patience. Rome ne s'est pas fait en un jour et votre successeur non plus. Si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas de sa faute. Alors, vous avez beau vous en vouloir, ce n'est pas une raison pour perdre patience avec vos collaborateurs, votre successeur, votre entourage. Le troisième point, c'est d'accepter la différence. C'est-à-dire qu'en général, ce qu'on entend, c'est « oui, mais moi, à son âge ». Ok, bah donc, il est différent. Et ça ne veut pas dire qu'il ne va pas réussir. Ça veut dire qu'il va faire différemment de vous. Et qu'il va apporter des choses différentes. Oui, moi, à son âge, à 18 ans, j'étais déjà en charge de mes 3 frères. Ouais, ouais. Eh bien, Serge Dassault, à 65 ans, il a pris en charge Dassault. Il est devenu adulte à 65 ans. C'est comme ça qu'il le raconte. Quand son père est mort. Et il a fait des belles réussites avec Dassault. Donc, chacun son rythme. Et c'est intéressant, y compris entre les enfants. Il y a des enfants qui se prennent en charge tout de suite, il y a des enfants qui mettent le temps d'avoir besoin, d'être en nécessité d'eux, d'être... Et ça peut être perturbant hein, pour des parents qui, eux, ont eu besoin de se prendre en charge tout de suite, qui n'ont pas eu un cocoon, et de voir qu'ils ont des enfants qui, eux, restent dans le cocoon. Ça prendra le temps qu'il faut. Il faut mettre en situation, mais il faut aussi accepter que les choses peuvent être différentes. Et surtout, le grand principe, le principe qui est au-dessus de tout, c'est d'admettre que l'on va partir. Il n'y a pas de succession si vous ne croyez pas à la succession. Si vous ne croyez pas à votre fin, au moins dans l'entreprise. Donc, notre conseil, acceptez qu'à un moment, l'entreprise va être sans vous. C'est à votre bénéfice, puisque ça va vous libérer de l'entreprise. Ça va vous permettre de faire d'autres choses que ce qu'elle fait actuellement. Donc, éventuellement, de relancer des nouvelles activités, de vous redonner des challenges intéressants. Mais c'est parce que, et on avait évoqué ça la dernière fois, c'est parce que l'entreprise peut se passer de vous que vous pouvez envisager une succession. Merci Jean-Christophe. Et un sujet complexe, puisque est-ce qu'on a le droit de se tromper d'héritier? Alors, on a le droit. Est-ce que ça va avoir des conséquences? Oui. Si on garde le principe que l'héritier, c'est celui qui a la compétence, si on arrive à transmettre ce principe comme étant le principe de choix, alors on peut à tout moment avoir une bascule qui s'opère. Un héritier qui comprend que finalement, il y a derrière lui quelqu'un de plus compétent et qu'il aura joué un rôle utile de régence entre les deux. Qu'il aura finalement bien fait sa partie. Est-ce que c'est pas un petit peu ce qui est arrivé avec la mort d'Édouard Michelin? Finalement, il n'y avait pas le choix. L'entreprise familiale s'est tournée vers des gens qui étaient extérieurs à la famille et on en Pour est la maintenant première fois. au deuxième ou au troisième dirigeant choisi en externe. Oui, en fait, le premier était de la famille puisqu'il était, un gendre et dedans depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'après ça, on a choisi un externe. Et il y a une vraie question qui est de se demander si les Michelin sont en train vraiment de préparer la succession. Mais dans le cas de Michelin, ce qui était dramatique, c'est qu'il avait été
très très bien préparé pour la succession. C'était la 5e génération, hein, donc on commence à s'y connaître un peu dans une entreprise aussi pleine de succès. Édouard Michelin avait fait une grande école, il a fait Centrale. Il avait été travailler pendant 5 ans aux États-Unis sous le nom de sa mère et sous la férule de Carlos Ghosn, qui à l'époque était le patron de Michelin USA. Il avait été très très bien formé. Il avait été, tout le monde était ravi de le voir arriver. Et je vous rappelle que Édouard Michelin est mort en allant pêcher avec son copain pêcheur du Finistère, et lequel copain, en quittant le bar avec ses amis, leur avait dit bon, si ce n'était pas pour mon ami Édouard, je ne sortirais pas. Il aurait mieux fait de ne pas sortir, effectivement. Mais c'est vraiment été un drame absolu, quoi. C'est vraiment une organisation qui se tourne autour d'un successeur et qui finalement le perd. Alors ce que ça dit, c'est que c'est pas pour rien qu'il y a un ordre de succession dans les mouvements dynastiques et dans les mouvements monastiques aussi. La difficulté, c'est préparer quelqu'un à la succession. Il y a un moment, il a envie de prendre son rôle. C'est le risque, en fait, d'avoir des guerres de succession. On a le cas classique chez L'Oréal où Marc Ladré de la Charrière était l'un des 2 candidats potentiels à la succession, et puis c'est Wayne Jones qui l'a eu, et donc du coup il est parti avec un très gros chèque pour aller monter sa propre boîte, parce qu'effectivement il n'était pas possible, imaginable pour lui de travailler sous les ordres de quelqu'un qui aurait pu être effectivement, alors que lui aurait pu être le numéro 1 de L'Oréal. Ouais. C'est ça l'intelligence d'ailleurs de cette entreprise, d'avoir conçu qu'on ne peut pas avoir 2 candidats en interne, tous les 2 de grande valeur, et que celui qui n'est pas choisi reste en interne, ce n'est pas possible. Tout à fait. Il y a une véritable complexité dans la succession. Il y a une complexité parce que sur l'ensemble des points qu'on a vus, il y a des sujets, hein. On parlait d'être quelqu'un de crédible en interne, mais il faut aussi se sentir et se croire crédible. Il y a beaucoup de successeurs qui ont un syndrome de l'imposteur. De l'imposteur. Donc de la même façon que oui, il vaut mieux avoir plusieurs successeurs, mais en même temps, plusieurs successeurs, c'est un risque de guerre. On est toujours sur un arbitrage difficile et une ligne de crête. On est sur le fil du rasoir. En tout cas, le conseil que tu donnes d'imaginer l'entreprise sans l'entrepreneur, que l'entrepreneur imagine son entreprise sans lui-même à la tête ou présent, finalement, c'est un conseil qu'on donne assez souvent. Ça permet de dissocier finalement l'organisation de son dirigeant fondateur, peut-être, etc. C'est la conséquence normale du fait qu'on croit que l'entrepreneur a besoin de contrôler sa destinée. Et donc, il faut qu'il contrôle son entreprise, parce que si c'est son entreprise qui le contrôle, il va être malheureux. Et contrôler son entreprise, ça veut dire évidemment qu'elle soit capable de faire sans lui, parce que sinon, elle le phagocyte, elle l'incorpore dans tous ses process, et il est finalement pas vraiment dans cette autonomie qui lui permet de faire ce qu'il veut. Donc oui, on vous dit régulièrement sur des sujets qui sont différents, sur des sujets qui sont des sujets de management, et vous voyez que ça se retrouve après sur les sujets de succession. Merci Jean-Christophe.